Ok, donc on attaque tout de suite avec la revue de la semaine. Donc cette semaine était une mauvaise semaine pour moi malheureusement où j'ai terminé avec une légère perte, donc de moins 0,75%. Donc on va aller un peu voir ensuite les raisons pour lesquelles j'ai terminé en perte. Mais globalement, pour rapidement revoir l'euro, parce que vous le savez, je ne trade que l'euro. Donc ce qu'on a eu cette semaine, c'était pour le dire très simplement, une hausse du prix jusque jeudi, avant un retournement du prix du coup jeudi et vendredi, globalement une range. Alors les raisons derrière cette hausse-là, et ça va justement être l'une des raisons pour lesquelles j'ai encaissé quand même une perte, c'est que je ne sais pas pourquoi le prix globalement a monté là. Enfin en tout cas au moment où ça s'est produit, je ne savais pas vraiment pourquoi le prix était venu break à la hausse, la structure. Après, pour juste vous rappeler un peu le contexte dans lequel on était, on avait une forte chute de l'euro après le rapport sur l'emploi, suivie d'une deuxième forte chute de l'euro après le rapport sur l'inflation, et puis on a eu une inversion de l'euro à la hausse face au dollar avec la publication des retail sales, donc c'était ici. Retail sales qui ont donc propulsé le prix aux alentours de 1,078, 1,08. Et donc en début de semaine, donc les deux barres ici verticales, c'est cette semaine-ci. En début de semaine, vous voyez que donc le prix est venu casser le précédent plus haut de 4 heures qu'on avait. Donc il est venu annuler en fait les pertes que l'euro avait subies à la suite de l'application de l'IPC. Et puis, il est venu retester du coup ce niveau psychologique 1,08 et les moyennes mobiles, etc. Enfin bref, c'est pas une vidéo sur l'analyse technique, mais juste pour vous mettre un peu en contexte, avant de poursuivre à la hausse. Et alors juste pour parler très brièvement de cette spike suivie d'un avalement baissier, donc là on est sur 4 heures. Donc la spike à la hausse, elle est due au rapport du PMI, donc au PMI, pardon, simplement manufacturier et des services de la France. Donc pour vous montrer le calendrier, donc par rapport au calendrier, on avait eu la publication du PMI français ici, qui a surpris à la hausse, donc autant pour l'indice manufacturier que l'indice des services, donc on voit que le secteur s'est redressé. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dites-vous simplement, si je vous montre sur les graphiques par exemple et que je descends sur 15 minutes, vous voyez en fait vraiment que... J'ai fait une petite bêtise. Vous voyez vraiment que... Hop, la hausse du prix ici, donc cette grande bougie haussière, ce Marubozu haussier, c'est vraiment produit, si vous regardez le timing, à 9h15 en fait. Et c'était l'heure à laquelle le rapport est sorti. Donc c'est pas par rapport au PMI de l'Allemagne, ni par rapport à celui de la zone euro. D'ailleurs, quand par la suite le PMI de l'Allemagne et de la zone euro sont sortis, l'euro s'est déprécié parce qu'on s'est rendu compte en fait que le secteur manufacturier n'était pas en aussi bonne forme qu'en France pour l'Allemagne et pour la zone euro, et donc on avait ces résultats un peu mixtes. Même si le PMI des services est ressorti à 50 en territoire d'expansion, globalement le paysage de la zone euro est un peu plus mixte, un peu plus contrasté, et n'est pas tout vert, d'autant plus quand on le compare avec le secteur manufacturier des services des États-Unis qui lui est ressorti, pour le reprendre ici, donc le secteur manufacturier s'est redressé plus que prévu à 51,5, et le PMI des services indiquait certes un recul, donc il est tombé à 51,3, mais il reste en territoire d'expansion. Contrairement à, bon certes le PMI des services de la zone euro est à 50, mais je veux dire il est pas en territoire d'expansion en tant que tel, il est juste au niveau 50 qui est ni de l'expansion ni de la contraction. Bref, mais donc pour revenir donc à ma vision globale, c'est que l'euro donc s'était apprécié, tchac tchac tchac, on a eu les PMI français qui a poussé l'euro proche de 1,09, et ensuite le prix s'est retourné avec une vision plus réaliste avec le PMI de la zone euro et puis le PMI des États-Unis, et ensuite il a terminé en range un peu au-dessus du niveau 1,08. Bref, donc ça c'est pour l'environnement global. Maintenant, mes positionnements, et ça m'étonne qu'ils ne soient pas affichés. Ah si, ils sont affichés. Donc voilà, mes positionnements. Donc ne tenez pas compte des deux positions ici d'achat et de vente qui sont ouvertes, mais regardez simplement les flèches rouges. Donc j'avais d'abord ouvert une première position de vente qui respectait mon plan de trading, donc quelque part, cette position-là n'était pas mauvaise, c'est juste que c'était une perte, mais ça ne veut pas pour autant dire que j'ai mal agi sur base de ma stratégie. Alors, je ne vais pas rentrer en détail de la raison pour laquelle je voulais short l'euro, je vais plutôt parler de cette justement impulsion qui m'a sorti de ma position et qu'en fait je n'ai pas compris. Alors, c'est intéressant parce que bon, je vais pas tout vous lire ici. Si vous voulez, vous pouvez faire pause sur la vidéo et lire un peu les notes que j'ai prises pour ma revue de la semaine. Donc ça d'ailleurs, comme ça vous le voyez, c'est la manière dont je revois ma semaine. Généralement, j'ai toute une partie d'analyse graphique et des marchés d'un point de vue fondamental, donc analyse technique et fondamentale, avec parfois des screenshots. Bon là, il n'y a pas beaucoup d'images, mais parfois je mets plus d'images, des choses que j'ai envie de montrer, ou parfois je mets même des liens d'articles, etc. Mais donc c'est vraiment un descriptif de la semaine qui s'est écoulée. Et puis alors à gauche, c'est donc mon résultat, et puis l'analyse plutôt de mes positions, ce que j'ai bien fait, ce que j'ai mal fait. Donc ça c'est vraiment une analyse un peu objective, c'est juste un récapitulatif du marché, et ça c'est une analyse plus personnelle, plus subjective. Mais donc les positions que j'ai prises ici, enfin oui, donc la première position que j'ai prise et où je me suis fait sortir, ce qui est intéressant en fait, et je l'ai noté ici,
Voilà, lorsque je ne comprends pas l'environnement fondamental, c'est-à-dire la raison pour laquelle le prix bouge dans une certaine direction, il est préférable de rester à l'écart des marchés. Donc ça, c'est une première leçon que j'ai apprise cette semaine, dans le sens où il arrive, parce que je ne suis pas un pro du fondamental, même si dans 80% des cas, je sais pourquoi le prix bouge dans telle ou telle direction et je sais analyser un rapport. Il arrive que, par exemple, des impulsions comme celle-ci, et d'ailleurs pour ceux qui sont sur le Discord, ils ont vu que j'avais full incompréhension à ce moment-là, donc c'était mardi, sur les marchés, le prix s'est apprécié de 50 pips et je ne comprenais pas pourquoi. Alors j'ai fait mes recherches par la suite, je ne vais pas vous les détailler, mais globalement on avait la publication de l'IPC de janvier, donc la liste des prix à la consommation au Canada, et puis aussi on avait quelque chose qui se passait sur les marchés chinois, et qui pouvait expliquer potentiellement la faiblesse du dollar. Si vous voulez, vous pouvez faire pause et lire ici. Mais donc, ces raisons-là, c'est pas un environnement auquel je suis familier parce que j'analyse que l'euro et les États-Unis. Et donc, quand il y a un impact sur les marchés européens ou américains, mais qui est lié à quelque chose qui se passe à l'extérieur de ces deux contrées, de ces deux pays, ben à ce moment-là, c'est un peu confus pour moi. Et dans cet environnement-là, le mieux à faire, c'est de ne pas trader. Alors, je m'attendais pas à cette impulsion, honnêtement, mais je m'attendais même du coup à une baisse du prix. J'ai short, l'euro s'est apprécié, c'est pas grave. Le tout, en tout cas la leçon qu'il faut retenir de là, c'est même si cette position respectait mon plan de trading, ben, savoir distinguer quelles positions sont bonnes et respectent ta stratégie et quelles positions sont mauvaises est très important parce qu'ensuite quand tu vas faire ta revue de la semaine, ben, il faut savoir où sont tes erreurs. Si tu associes à chaque fois j'ai pris une perte à c'est une erreur, ben, tu vas pas savoir t'améliorer parce que tu vas dire ok, toutes mes pertes sont des erreurs alors que pas nécessairement. Sur ma semaine en fait, cette position-ci n'était pas une erreur. Par contre, celle-là était une erreur. Et je vais d'ailleurs, on va expliquer pourquoi. Pourquoi la deuxième position était une erreur? Non seulement, je vous l'ai dit, c'est mieux quand je ne comprends pas l'environnement fondamental, de rester loin des marchés, de ne pas trader tant que j'ai pas mis au clair qu'est-ce qui se passe sur les marchés. Donc déjà, c'est pas vraiment... Donc là, déjà, j'ai un peu enfreint une règle. Et puis ensuite, quand je regarde la tendance, en tout cas celle sur 1 heure, et même celle sur 4 heures, ici on avait un break de la structure 4 heures, et puis la tendance 1 heure était haussière. Donc dans une tendance 1 heure haussière, qu'est-ce que tu veux faire? C'est acheter bas et puis vendre haut, tu vois. Et moi, ce que j'ai cherché à faire ici, c'est short sur une potentielle inversion de la tendance 1 heure. Mais le mot potentiel est important. J'avais aucun signe qui me disait, ok, le prix s'est inversé et va partir à la baisse. Donc j'ai short en anticipation de quelque chose qui finalement s'est jamais produit. Donc bref, c'est pas du tout correct. Alors que j'aurais simplement dû aller chercher du coup la fin du retracement de la structure 1 heure pour ensuite la poursuivre à la hausse. Ça aurait été déjà plus logique. Et d'ailleurs, les positions que vous avez vues en gris, c'est les deux positions, c'est ce que j'aime bien faire quand je backteste en fait ma semaine ou mon mois. En rouge c'est les positions de vente et j'aurais mis des flèches en vert pour les positions d'achat. En rouge, je vais mettre, donc en rouge et vert, je vais mettre les positions que j'ai prises. Et puis avec les carrés d'achat-vente, bon chez moi ils sont en noir et blanc, mais généralement chez vous ils seront en vert ou rouge. Je vais mettre les positions que j'aurais normalement dû prendre selon ma stratégie. Et donc vous voyez ici par exemple que j'ai short là où je devais acheter. Cette position-ci, je ne l'ai juste pas saisie, même si j'en parle d'ailleurs durant ma semaine quand je fais mes analyses, je disais ça pourrait être intéressant de short l'euro aux alentours de 1,088. Je l'ai malheureusement pas prise. Et c'est intéressant aussi de regarder les raisons pour lesquelles je l'ai pas prise, mais probablement parce que tu te manges une perte, et ça c'est un peu du FOMO, tu te manges une perte, tu te manges 2 pertes, sachant que depuis le début de la semaine, je voulais short l'euro, je savais juste pas où le prix allait monter avant de pouvoir short. Mais donc tu te manges une perte, tu te manges 2 pertes, vient un moment où malheureusement, et c'est très psychologique en fait, et je dois travailler sur ces biais psychologiques, quand le prix atteint ta zone, ou en tout cas quand le prix atteint le niveau idéal pour short, tu ne le fais pas. Pourquoi? Parce que tu viens de te manger 2 pertes et tu te dis, et alors c'est là où tu n'es plus du tout rationnel, tu te dis, ok mais et si maintenant je me mangeais une 3e perte? Alors qu'en soi tu as toutes les raisons d'entrer. Enfin bref. C'est psychologique, mais du coup voilà, donc comme ça vous voyez les positions que j'ai prises, une qui était pas correcte, une qui était l'inverse pardon, une qui était correcte d'un point de vue de ma stratégie, une qui était pas correcte d'un point de vue de ma stratégie, donc c'est dommage. Et alors j'aimerais aussi parler, je l'ai noté ici, de la gestion de drawdown. Donc vous le saviez peut-être, j'étais sorti de ma période de drawdown, donc j'étais arrivé à 0% de capital. Donc ça c'était mon compte. Et puis j'ai choisi de reprendre un full risque à ce moment-là. Parce que je me suis dit, je suis sorti de mon drawdown et donc je peux reprendre mon risque de base qui est 0,5% par trade. Sauf que l'erreur, en fait, l'erreur, c'est pas nécessairement une erreur, ça dépend de comment tu gères ton drawdown, mais je pense que je vais faire différemment. C'est que à ce moment-là, il suffit que tu encaisses une perte pour retourner en drawdown.
Et c'est ce qui s'est passé, j'ai pris une perte, sauf que j'ai pas pris une perte du coup de moins 0,25% qui était mon demi-risque que j'avais jusqu'à présent, en dessous, quand j'étais en drawdown, mais j'ai pris 0,5% de perte. Et ça fait mal parce que tu te dis, punaise, moins 0,5% d'un coup, alors qu'avant j'avais moins 0,25% par trade, ça c'est embêtant. D'autant plus qu'après, j'ai pris une deuxième perte et donc j'avais moins 0,75, enfin moins 0,75% de perte. Et donc c'est mon résultat de la semaine, à peu près moins 0,75. C'est pas ouf pour le moral, tu vois. Et donc, ce que je me suis dit, c'est qu'à partir de maintenant, pour la gestion de drawdown, c'est peut-être préférable, c'est peut-être mieux d'attendre, de revenir à plus 1 ou plus 1,5% de capital sur mon compte. Donc vraiment sortir, mais au sens propre du terme, sortir de mon drawdown. Donc pas juste être à la limite de la période de DD, genre vraiment être propulsé à 1, 1,5, peut-être même 2%, et ensuite reprendre son risque normal, qui pour moi est de 0,5% par trade, et je pense que ça va m'aider à avoir plus confiance en ma capacité à revenir en profit, au lieu de juste être là en mode « Oh ok, cool, je viens de sortir de mon drawdown, je suis à 0%, sauf que si je mange une perte, je retourne en perte, du coup, en perte latente, et pour le moral, en fait, c'est dur, surtout que dès que tu sors du drawdown, t'es tout content, t'es euphorique, et t'auras tendance à faire des erreurs, à trop te précipiter sur les marchés, et t'as plus de chances d'ailleurs de manger une perte après une série de gains qu'après une... Non, là je vais dire une bêtise, parce qu'après une série de pertes aussi, tu as des chances de manger une perte, mais après une série de gains, tu risques d'être pris par l'euphorie et en fait de trader de manière un peu plus hasardeuse, spontanée, sans respecter ton plan, et c'est ça que j'ai envie d'éviter. Donc ça aussi c'est une leçon que j'ai apprise cette semaine et qui est intéressante à partager avec vous, je pense. Après, pour passer les autres points clés ici que j'ai mis, forcément la patience reste primordiale. Pourquoi ? Parce que toute la semaine, et vous le voyez ici, je remonte. Donc ça, c'est mes analyses pour chaque jour. Vous voyez que mon billet était baissier toute la semaine. Sauf que, comme je l'ai dit tantôt, short trop tôt. Et au moment où je devais vraiment short, je ne l'ai pas fait. Et j'ai juste pas pris de position. Et du coup, j'ai juste vu le prix s'en aller sans moi avec juste du sub. C'est tout ce que j'ai gagné. Mais donc, la patience, ça reste primordial. C'est encore quelque chose sur lequel je dois travailler, bien évidemment. Je pense que c'est probablement la dernière étape que l'on doit tous maîtriser pour devenir rentable en trading, parce que c'est pas une question de fréquence de trading, c'est surtout une question de patience. Donc ça c'est important. Et puis finalement, j'aimerais terminer avec ça, la technique prime surtout en fait. Quand je dis la technique prime surtout, c'est l'analyse technique prend déjà en compte tout ce qui peut se passer d'un point de vue fondamental sur les marchés. Et mon erreur ici, ça aura peut-être cette semaine-ci été de mettre trop l'accent sur le fondamental, chercher des raisons fondamentales derrière des mouvements qui n'ont pas vraiment, entre guillemets, de raisons fondamentales. Le prix a break à la hausse d'un point de vue technique, la tendance 1 heure était haussière et j'aurais simplement dû aller chercher de l'achat parce que quand on regarde ma semaine avec du recul, en une phrase, mon erreur, ça a été de short une tendance haussière. Et genre, t'as pas envie de short une tendance haussière, genre c'est vraiment... tu vas contre la tendance en fait. Et même si d'un point de vue fondamental dans ma tête, j'étais là en mode, je sais que l'euro va baisser, donc c'était mon biais fondamental technique, je sais que l'euro va baisser, c'était mon biais fondamental, mais d'un point de vue technique, tout allait contre ce biais fondamental-là et j'aurais dû privilégier la technique à ce moment-là parce que les marchés ne se comportent pas toujours de façon rationnelle et parfois ils vont juste continuer à monter alors qu'ils devraient entre guillemets baisser et t'as pas le choix à ce moment-là, tu dois juste suivre la technique parce que ça prime toujours, surtout les marchés intègrent toujours toute la réalité économique en temps réel et réagissent instantanément aux annonces, etc. Bref, je pense que je vais pas faire plus long pour cette vidéo parce que, comme je vous l'ai dit, si vous voulez, vous pouvez faire pause et tout lire, mais je pense que c'est un peu ennuyant si je me mets juste devant la caméra et je lis juste tout ce que j'ai écrit. Si ça vous intéresse d'avoir plus en détail ma revue de la semaine, faites juste pause sur la vidéo et lisez tout ce qui est écrit à l'écran. Mais j'espère qu'avec cette vidéo-là, ça vous donne un peu plus une idée de la manière dont je revois mes semaines. Ça me permet aussi du coup de vous montrer que même après une semaine de perte, on peut quand même en tirer des leçons et apprendre des choses. Alors là, ça paraît un peu... frivole, un peu fait à la va-vite, mais sachez que pour juste écrire ces 2 pages de revue, j'ai passé plusieurs heures en fait à réanalyser mes semaines, réanalyser mes trades, réanalyser mes comportements, etc. Parce que du coup je traque énormément de choses, ça me permet de retourner dans ces dossiers-là et de voir qu'est-ce qui a amélioré, qu'est-ce qui a continué, qui est bien. Et puis, alors là je ne l'ai pas montré dans cette vidéo, mais ce que je fais aussi après avoir fait donc ce récapitulatif des marchés et cette revue plus de mon trading, c'est que je prépare la semaine à venir. Donc vous le voyez ici, mon calendrier est déjà, j'ai pas encore terminé, mais mon calendrier est déjà rempli en fait pour la semaine à venir. Et ensuite je pourrais déjà remplir la page, ce que je n'ai pas non plus encore fait, de la semaine prochaine, où j'aime bien démarrer ma semaine, donc le lundi, en notant les événements économiques majeurs de la semaine, parfois quelques screenshots qui m'aident, éventuellement un lien vers un article qui est intéressant, avant d'attaquer toutes mes prévisions économiques. Mais donc ça, généralement, je le fais soit le dimanche soir, soit le lundi matin.
Mais donc voilà, bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai essayé d'être un peu plus rapide parce que je sais que tout le monde n'a pas le temps de regarder des vidéos de une demi-heure, 1 heure par jour. Et je pense que ça peut, en alternant entre des grosses vidéos avec beaucoup de contenu pendant 1 heure et des petites vidéos de plus 15-20 minutes, je pense que ça peut être pratique pour ceux qui aimeraient suivre plus régulièrement mes vidéos parce que comme ça, ils doivent pas prendre 1 heure de leur temps pour regarder une vidéo. Peut-être qu'ils ont juste envie d'avoir une petite dose de trading, tu vois, de vidéos de trading. Et je pense qu'en faisant des vidéos un peu plus courtes, ça vous permettra d'avoir un suivi plus régulier pour ceux qui apprécient mes vidéos. Et je vous apprécie d'ailleurs d'apprécier mes vidéos. C'est très gentil, j'adore tous vos retours, etc. On est 1700 sur la chaîne et je tenais juste à vous dire merci parce que si j'avais cru ça il y a 1 mois et demi, qu'on aurait pu être autant en fait, je crois que j'aurais juste lancé ma chaîne plus tôt. Donc encore un tout grand merci pour ça. Et sur ces mots, en fait, je vous souhaite à tous une bonne soirée et on se dit à demain dans la prochaine vidéo.